Bienvenue dans le débat. Le G7, le sommet des pays les plus riches du monde, démarre demain à Hiroshima, au Japon. Joe Biden a déjà rencontré le Premier ministre nippon, Fumio Kishida. Au centre du sommet, bien sûr, la guerre en Ukraine. Zelensky devrait s'exprimer en visioconférence. Les dirigeants des 7 vont chercher à clarifier les règles du jeu avec la Chine et vont chercher aussi à renforcer les sanctions à l'égard de Moscou. Pour le Premier ministre japonais, ce G7 vise aussi à marquer le rapprochement du Japon avec les États-Unis, mais aussi avec l'Europe. Au même moment a lieu une sorte de contre-sommet du G7. Xi Jinping, qui a réuni les leaders de 5 anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale pour développer les routes de la soie. Quant à Poutine, il a signé hier avec le président iranien un accord pour la construction d'une ligne de chemin de fer en Iran. Alors quel est l'enjeu de ce G7 au Japon? Les 7 puissances sont-elles toutes unies contre la Chine? Que révèle le contre-sommet chinois des républiques d'Asie centrale? Et puis quid de l'Inde et du Brésil invités au G7? Quel sera finalement leur positionnement face à la guerre en Ukraine? Voilà toutes les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Paul Chang, bonsoir. Bonsoir. Économiste et spécialiste de la Chine, bienvenue à vous. En face de vous, Guillaume Lasconjarias, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, historien militaire, professeur à Paris-Sorbonne et ancien chercheur à l'OTAN. Avec nous, Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Directeur et fondateur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Votre dernier livre, Pascal, Comprendre le monde, c'est chez Armand Collin. En face de vous, Pascal Joannin, bonsoir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman, a signalé donc le rapport Schuman qui vient de sortir sur l'état de l'Union européenne, bien sûr, l'état de l'Union européenne en 2023. Vous pouvez réagir tout au long de cette émission sur le hashtag débat F24 sur tous les réseaux sociaux. Et avant de démarrer ce débat, je vous propose de faire un point en images sur les enjeux de ce G7 à Hiroshima avec Noémie Roche. Très attendu par son allié japonais, le président des États-Unis est accueilli par le Premier ministre Fumio Kishida. L'occasion pour Joe Biden de rappeler l'alignement des deux pays sur l'un des sujets majeurs abordés pendant le sommet, la guerre en Ukraine. Nous défendons des valeurs communes. Nous soutenons notamment le courageux peuple ukrainien qui défend son territoire souverain. La Russie est responsable de cette agression brutale. Des mots qui résonnent d'autant plus ici à Hiroshima, ville ravagée par un bombardement nucléaire de l'armée américaine en août 1945. Alors que les dirigeants du G7 condamnent les menaces nucléaires du président russe, ils discuteront du renforcement des sanctions contre Moscou. Ils tenteront aussi de trouver une solution pour éviter le contournement de ces sanctions. Autre thématique au menu des discussions, les relations avec la Chine, dont le positionnement militaire régional inquiète. Pour le Premier ministre japonais, le soutien des États-Unis dans la région est déterminant. L'alliance nippo-américaine est la pierre angulaire de la paix et de la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Cette relation ne se limite pas à la sécurité. Elle est multiple et solide dans tous les domaines. Face à la menace d'entrave au commerce de la part de Pékin, le G7 discutera également des moyens de s'en protéger. Mais à Hiroshima, ce sommet sera aussi l'occasion pour Fumio Kishida d'inciter ses invités, notamment le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, à réduire leurs arsenaux nucléaires. Pascal Boniface, est-ce que c'est un tout contre la Chine et la Russie, ce G7 ? Oui, enfin, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, effectivement, les G7, c'est l'alliance des pays occidentaux. Et donc, il y a le défi russe et le défi chinois. Ça se passe au Japon. Biden essaye de mobiliser depuis longtemps. Et je pense que le fait qu'on invite le Brésil et l'Inde, qui sont des pays qui se tiennent un peu à l'écart du conflit, qui n'ont pas voulu sanctionner la Russie, c'est une façon un peu de les entraîner, en essayant, je pense en vain d'ailleurs, de les faire changer de position pour les mettre dans une position plus opposée à la Russie. Et en fait, ce qui est dit, c'est que maintenant, tous les sommets internationaux où il y a les États-Unis, la Chine est le sujet numéro 1. Et donc, on va essayer, d'une fois encore, de faire une coalition un petit peu anti-chinoise. Et c'est là que les membres du G7 ne sont pas d'accord, parce que, notamment, les Français et les Allemands ne sont pas d'accord pour cette coalition anti-chinoise. Et l'attitude à avoir par rapport à la Chine divise les membres du G7.
Vous êtes d'accord, Guillaume Lascojarias? Alors oui, donc déjà division aussi donc, des membres du G7 sur l'attitude à l'égard de la Chine, où on va essayer effectivement de trouver un consensus. Mais en fait, on l'a vu, cette question justement de la façon dont les Américains poussent quasiment à être avec eux contre la Chine ou dans cet esprit-là, ça ne marche pas. On l'a vu déjà de la manière dont, par exemple dans l'OTAN, les dernières déclarations des communiqués sont aussi très focalisées sur essayer de créer des conglomérats pour au moins des actions dirigées contre la Chine. Ça marche moyennement parce que en fait, en réalité, le domaine d'action que les Américains proposent ne satisfait pas à certaines choses. Et puis, il y a une forme de brutalité derrière. C'est-à-dire, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Et pour la France, par exemple, ça donne aussi des choses comme AUKUS qui sont aussi inacceptables. Donc, en fait, on essaye à la fois de raccorder le lien, de trouver des options pour unir, mais ça marche moins bien. Puis je rajouterai aussi une chose, c'est que en réalité, il y a une tribune qui est sortie dans le Washington Post aujourd'hui qui va même plus loin en disant, écoutez, pour les États-Unis, ça veut dire aussi une chose, tout mettre sur la protection de Taïwan et laisser aux Européens l'Ukraine. Jean-Paul Chang, la Chine est dans le viseur ? Apparemment, c'est pas une surprise. Donc, il y a cette espèce de depuis que M. Biden... mais ce n'est pas si simple. Non, c'est peut-être pas si simple parce que effectivement, on a évoqué les divergences de point de vue entre les différents pays occidentaux, mais le G7 en tant que club des pays occidentaux en tant que tel, va essayer quand même de trouver un langage commun de façade, quelque part. Donc, il y aura quand même quelques flèches, si j'ose dire, lancées contre la Chine. Mais dans cette histoire, les Chinois... Oui, c'est moins qu'on puisse dire, oui, je pense. Non, mais ils n'iront pas très très loin, parce qu'on a déjà vu à la réunion des 7 ministres des Finances, par exemple, à la sortie de cette réunion, il n'y a pas eu mention, comme on s'y attendait auparavant, de mesures de sanctions éventuellement ou de coercition contre la Chine. Là, ça n'a pas été du tout mentionné. Donc, on va dire que les Chinois vont s'attendre à un message sur la sécurité régionale, la stabilité dans le détroit de Taïwan, ce genre de choses. Ils sont surtout très irrités par le rôle joué par le pays hôte, le Japon. Alors on va y revenir justement sur le rôle du Japon. Juste un mot, Pascal Joannin. Avec les Européens, c'est encore plus complexe, parce qu'on a vu qu'ils n'étaient pas tous d'accord sur le positionnement avec la Chine. Est-ce qu'ils vont essayer de clarifier un petit peu la position? Ils sont d'accord sur une chose. Oui. C'est d'être moins dépendants et d'avoir en effet un approvisionnement qui est un peu... de réduire les dépendances qu'on a avec les Chinois. Donc ça, ils sont tous d'accord. J'ai même entendu que Mme Meloni voulait peut-être remettre en cause son appartenance aux routes de la soie qu'elle avait signées, que l'Italie, pas elle, que l'Italie avait signé quand il y avait le gouvernement précédent, donc Cinque Stelle et Lega, et que Mario Draghi, quand il est arrivé, avait commencé à faire. Donc vous voyez, sur la Chine, les 4 pays membres du G7, parce qu'il y en a 4 quand même européens dans la bande, des 7, sont plutôt sûrs. On doit avoir avec la Chine un langage un peu plus ferme et donc réduire un petit peu son dépendance. On l'a vu sur les batteries, on l'a vu sur les puces électroniques, sur les semi-conducteurs. Et donc, on voit bien que ça va être un des points d'ancrage européen. Alors maintenant, on est au milieu, comme on va dire, entre l'Asie et les États-Unis et le Canada. Donc, voilà, est-ce qu'on va réussir à avoir une position médiane? Mais que le sommet se passe en Asie, en effet, la Chine ne peut être qu'au menu, puisque c'est le voisin de l'autre. C'est le voisin du Japon. Alors, on va écouter le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. C'était il y a 2 jours. Si les membres du G7 se soucient vraiment de la sécurité économique, ils devraient demander aux États-Unis de cesser immédiatement de réprimer et de contenir les autres pays au nom de la sécurité nationale, de cesser l'intimidation unilatérale aveugle, de cesser de contraindre les alliés à s'engager dans des cercles exclusifs, de cesser de perturber la sécurité et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales, et d'arrêter la division du monde en 2 marchés et 2 systèmes, ce qui constitue actuellement la principale menace économique mondiale. Pascal Boniface, là, ce sont les États-Unis qui sont visés. Donc on voit quand même que le discours est dur. Alors, la Chine réagit parce qu'elle sait très bien qu'elle sera dans le viseur, qu'il y a une insistance américaine à dire qu'il faut créer une coalition des démocraties par rapport à l'axe des pays autoritaires Pékin-Moscou. Donc la Chine, là, est en contre-offensive. Et il y a aussi, les Chinois se sont rendus compte quand même que les Européens ne changeraient pas d'avis sur l'Ukraine, donc ils modèrent un peu leur langage. Ils ne s'en sont pas occupés pendant 1 an. Là, ils proposent un plan de paix qui n'est pas satisfaisant
pour les Occidentaux, mais que Zelensky a accepté d'étudier, en tous les cas, n'a pas rejeté complètement. Donc on voit qu'ils essayent un peu de conserver un lien avec les Européens pour permettre aux Européens de mieux résister à cette pression américaine. Donc il y a quand même cela. Et puis aussi, ils gagnent du terrain parce que tout leur discours en Afrique ou dans le reste du monde, c'est de dire que eux, c'est le pays de la paix, que les États-Unis sont le pays de la guerre, qui alimente la guerre en Ukraine en donnant des armes à l'Ukraine, et que s'il n'y avait pas cette alimentation d'armes en Ukraine, le conflit serait stoppé depuis longtemps. Et c'est un discours qui passe assez bien dans certains pays, en Afrique, en Amérique latine. Donc là, on voit bien... Mais pas en Europe, encore. Non, pas en Europe, évidemment. Mais c'est, une fois encore, the West versus the rest. Mais donc, en fait, la Chine, tout en ayant avancé ses positions dans le reste du monde, notamment avec cette grande réconciliation Iran-Arabie Saoudite, essaye de ne pas se couper des Européens, fait des efforts pour ne pas se couper des Européens et donc travaille à cela parce que c'est un enjeu fondamental pour elle. Guillaume, est-ce que finalement c'est ça leur carte, les Chinois, c'est de faire en sorte que les Européens soient divisés, soit en tout cas malgré les sanctions, enfin pas les sanctions, mais en tout cas... Les Européens ne sont pas divisés et les Chinois connaissent très bien l'importance du marché unique, qui est le premier marché du monde. 450 millions d'habitants avec un pouvoir d'achat. Donc, ils n'ont pas du tout envie d'avoir de mauvaises relations avec l'Europe, au contraire. Mais l'Europe est en train de mettre en place un certain nombre de mesures protectionnistes. Ils essaient plutôt de séparer les Européens des États-Unis sur la position chinoise. Ça, oui. Et en effet, il y a des suiveurs de la position américaine, mais il y a aussi des États européens qui disent non, on n'a pas à suivre les États-Unis formellement sur la Chine. Donc, c'est ça où la division peut-être. Mais sur la Chine, les Chinois, en plus, rappellent à tout interlocuteur qu'il y a deux grandes civilisations dans le monde, la leur, millénaire, et l'européenne. Voilà, donc ils savent, et c'est l'autre bout géographique du continent eurasiatique, c'est-à-dire que il n'y a pas de frontière océanique ou intangible entre l'Asie et l'Europe. C'est la même partie d'un continent terrestre où on peut aller. Marco Polo l'a montré. Oui, mais alors justement, avec l'Ukraine au cœur de ces relations, au cœur de ce G7, ça va être compliqué de ne pas rentrer dans un bloc. En tout cas, les États-Unis vont essayer de faire en sorte que les Européens... Peut-être que les États-Unis, oui, mais la Chine, ce qui est intéressant, c'est qu'elle essaye de se poser justement en nouvel intercesseur. Et on peut lire, par exemple, les frappes qui ont eu lieu là sur Kiev comme étant aussi une façon soit de montrer que entre Moscou et Pékin, il peut y avoir des formes de lisibilité différentes de la situation, ou on peut le voir à l'inverse comme étant une forme de pression accentuée sur Zelensky en disant « Écoutez, vous avez un plan de paix qui vous est proposé, vous voyez bien que vous n'êtes pas invulnérable, acceptez-le ». Et en fait, ça permettrait finalement de donner presque d'une pierre deux coups pour la Chine, de revenir au commerce finalement traditionnel et puis finalement à une forme de paix et de stabilité qui lui garantissent on va dire, cette espèce de paix par le commerce. Et puis pour la Russie, d'avoir finalement une forme de victoire. Donc en fait, on peut lire ça aussi sous cet angle-là. Il y a cet acteur dont on parlait, c'est évidemment le Japon qui préside ce G7 puisqu'il va se passer à Hiroshima. On va écouter Fumio Kishida, le Premier ministre japonais qui a rencontré Joe Biden donc avant le sommet qui démarre demain. Il a également rencontré Rishi Sunak, le Premier ministre britannique. Les valeurs que nos deux pays partagent sont les mêmes et je me réjouis de construire non seulement notre amitié, mais aussi le partenariat entre le Japon et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, j'aimerais avoir des discussions sérieuses avec Rishi sur la manière de faire progresser les relations entre le Royaume-Uni et le Japon. Nous aimerions démontrer notre large coopération en signant l'accord d'Hiroshima entre le Japon et le Royaume-Uni. Jean-Paul Chang, alors un accord avec le Royaume-Uni, un accord avec les États-Unis quand même sur la stratégie militaire. Le Japon a changé et c'est contre la Chine, c'est la Chine qui est visée. Bon, en tout cas, la Chine a servi de prétexte évidemment au Japon pour aller dans une voie de réarmement évident. Parce que, vous dites prétexte, mais enfin eux le voient comme une menace. Ils voient ça comme une menace, mais disons que bon, la Chine, essentiellement le but militaire, c'est quand même Taïwan et non pas quand même le Japon. Mais le Japon, en tout cas, considère que Taïwan se trouve dans la région géographique avoisinante, augmente son budget militaire de 27%, insiste sans arrêt sur l'importance du pacte, du traité américano-japonais, que le traité peut s'appliquer éventuellement même à l'île de Senkaku, qui est le territoire, qui est l'île revendiquée à la fois par les Chinois et les Japonais.
Henry Kissinger, dans une interview cette semaine, je crois, a dit qu'il pense que le Japon cherche même à devenir une puissance nucléaire dans les 5 ans qui viennent. Donc tout ça fait qu'effectivement, les Chinois sont un peu irrités par le fait que le Japon introduit ainsi l'Occident dans une région Asie-Pacifique qui jusque maintenant était un peu à l'abri quand même de tous les conflits européens et autres. Donc c'est un peu ça. Mais alors ils disent que c'est la Chine le responsable de cela, Pascal Boniface, les Japonais, pour ce changement de stratégie militaire. Oui, enfin ça, disons que la guerre en Ukraine les a un peu autorisés à faire des choses qu'ils voulaient faire depuis longtemps. Ils faisaient moins d'1% de leur PIB en matière de défense. Ils vont passer à 2%. Ils ont changé leur constitution. Ils sont abandonné leur constitution pacifiste. Donc on voit qu'il y a effectivement... Il y a la Chine... Avec l'autorisation, entre guillemets, des États-Unis. Avec même les États-Unis, ils ont poussé à faire cela parce que les États-Unis voudraient faire une sorte d'OTAN asiatique pour faire un endiguement de la Chine. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec des accords bilatéraux ou des accords collectifs. Et donc, effectivement, les Japonais sont médusés par la Chine. Ils la craignent. Ils pensent qu'il n'y a pas la place pour 2 puissances en Asie. Ils ont été dépassés économiquement par la Chine. Ils sont maintenant très largement distancés. Donc, c'est effectivement extrêmement inquiétant pour les Japonais. Mais c'est la course aux armements. Et en fait, les Chinois vont également augmenter leurs dépenses militaires. Donc, ce qui est un peu malheureux, c'est qu'il n'y a pas d'accord possible sur le fait de dire est-ce qu'on ne peut pas stabiliser les dépenses militaires. Et il y a une course mondiale aux armements. La course aux armements, elle n'est pas qu'en Europe et aux États-Unis, elle est dans le monde entier, en particulier en Asie. Guillaume Lascanjarias, pour rebondir sur ce que vient de dire Pascal Boniface, ce que Poutine a fait en Ukraine, Xi Jinping pourrait le faire à Taïwan. Est-ce que c'est ça aussi qui est au cœur de la stratégie japonaise? Alors, probablement qu'il y a toujours cette espèce d'angoisse. Il y a aussi autre chose à prendre en compte. C'est-à-dire que depuis 2016, Trump a aussi mis en objet ou en jeu la garantie de sécurité américaine. Biden essaye de reconstituer ça, mais il y a eu des fragilités. Il y a eu des fragilités en Corée du Sud, il y a eu des fragilités au Japon. Et donc, pour la recherche de stabilité et de trouver d'autres alternatives, avec le Japon, avec la Grande-Bretagne, avec la France, c'est essayer de reconstituer des espèces d'intégration et d'amener aussi les Européens dans cet espace. Mais l'Union européenne aussi s'investit. Les Européens, la France s'est dotée d'une stratégie indo-pacifique. L'Union européenne envisage d'avoir une stratégie indo-pacifique. Et cette stratégie, elle n'est pas uniquement commerciale. Elle a aussi un fort volet dimension sécuritaire et militaire. L'Australie devient aussi aujourd'hui une puissance qui s'interroge. On a eu cette histoire avec AUKUS qui s'est posée. Donc, quelque part, est-ce que ça fait partie de cette stratégie d'endiguement à l'égard de la Chine, tout ce dont vous parlez? Le Japon veut mettre l'Indo-Pacifique au menu du G7, puisque vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait en effet le Premier ministre indien, mais il n'y a pas que lui. Il y a l'Australien et l'Indonésien. Donc on voit bien qu'il y a en effet la Chine qui est dans le viseur, et la Chine avec l'Indo-Pacifique. Et là, il y a les Européens reviennent dans le jeu, puisque je rappelle quand même que le Japon a ouvert un bureau consulaire à Nouméa au début de l'année. Que la France est un des acteurs par les possessions ultramarines que nous avons, et que nous avons, c'est fort peu de dire, des missions navales maritimes régulières qui croisent dans les eaux pas loin de Taïwan, pour rappeler aux Chinois qu'il n'y a pas que les Américains qui seront là le jour où ils décideront de passer un cap. Et on a vu tous les plans que les Chinois avaient pour envahir Taïwan. Et donc, on leur rappelle, à notre modeste niveau, mais là, il y a un vrai sujet sur l'Indo-Pacifique. Il y a un appel du pied du côté des Japonais, bien sûr, des Japonais, envers l'Europe. Et ils aimeraient bien avoir une déclaration à la fin, si c'est possible, sur ce point-là. Jean-Paul Chang. C'est l'endiguement, quand même, contre la Chine dont on parle là. On peut simplifier les choses, effectivement, en disant qu'en gros, c'est ça le message. Même si les Européens parlent de dérisking, alors ils ne sont pas dans le découplage, mais limitation des risques. Voilà, que l'Occident est uni et que le Japon fait partie de l'Occident. Ce qui est évidemment très étrange pour tous les autres Asiatiques qui ont encore le souvenir de ce que c'était que le Japon il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, bon, en gros, c'est ça, je suis d'accord. Mais c'est pas sûr que finalement ça prenne sur des pays comme l'Indonésie. Ça prend plus sur la Corée du Sud, qui effectue un rapprochement très notoire en ce moment vis-à-vis du Japon, enfin vis-à-vis du Japon et des États-Unis. Ça prend sur les Philippines, qui ont reculé beaucoup par rapport à la présidence précédente, donc avec les nouvelles bases américaines qui ont été décidées.
Mais des autres pays, comme le Vietnam qui est invité, le Vietnam va rester très prudent. On ne va pas choisir de camp. Et puis un certain nombre d'autres pays asiatiques. Et puis on attend maintenant les conséquences des élections en Thaïlande, de voir si la Thaïlande va basculer d'un côté ou de l'autre. Mais il est clair qu'il y a une pression, effectivement, qui vient de loin, qui essaie d'endiguer la Chine de tout point de vue sur l'influence géostratégique, militaire, technologique. Et voilà, donc c'est clair que personne n'est dupe, mais c'est pas sûr que ça marche. Voilà. Pas sûr que ça marche, Pascal Boniface? Bon, l'Indonésie ne va pas, et ni l'Indonésie ni le Brésil, et pas plus l'Inde, ne vont se rallier à la position occidentale, et notamment américaine, tant à l'égard de la Chine que d'ailleurs par rapport à la guerre en Ukraine. Ils viennent, je dirais, par politesse, ils viennent parce que ça les met en avant, ils peuvent avoir des contacts, mais ils ne vont pas radicalement changer de position, ils maintiennent un contact. Ce qui est notable aussi, c'est que l'Afrique du Sud n'a pas été invitée, parce que l'Afrique du Sud, elle est accusée de fournir des armes à la Russie, mais ils n'ont pas voulu reconstituer un peu les BRICS. Les fameux BRICS. Avec, les pays démocratiques des BRICS. Mais voilà, c'est pas la première fois d'ailleurs que d'autres pays sont invités au G7. C'était le même cas à Biarritz. Rappelez-vous c'est encore le G8 en 2004 à Évian où Chirac avait voulu élargir. Donc le fait d'avoir des invités extérieurs pour ne pas donner l'image d'un G7 purement occidental un peu isolé, d'autant plus que là, il y a une multiconcurrence. Les BRICS, le G20, le sommet dont vous avez parlé à Pékin. Il y aura Zelensky qui sera souvent invité, et je pense qu'il sera invité au moment où les autres sont là pour aussi rappeler que il doit faire essayer d'obtenir le changement qu'il espère, qu'en effet, ces pays seront, alors, sans peut-être aidant les Ukrainiens, couplant un peu leur approvisionnement russe pour montrer qu'ils soutiennent. Mais il est dans son rôle, et comme c'est le pied agressé, il essaiera d'essayer de trouver des arguments pour ces voilà, il est prévu qu'il donne un discours en visioconférence, Zelensky, comme il l'a fait, il me semble, dans tous ces sommets du G7. Oui, au Conseil de l'Europe aussi, l'autre jour. Au Conseil de l'Europe, avec cette idée en tête d'obtenir des avions de chasse. On sait que cette semaine, il demandait ces fameux F-16, qu'il ne les a pas vraiment encore obtenus. Il a obtenu en revanche des formations de pilotes. Des formations de pilotes, exactement. Donc, effectivement, le fait que Zelensky parle à nouveau à ce sommet, Guillaume Lascangerias, est-ce que ça aura tendance encore à rameuter, je dirais, cette logique de bloc face à la fois à la Chine et à la Russie? Oui, sauf que ça ne va pas marcher parce que, comme le rappelle Pascal Boniface, notamment la position du Brésil, elle est assez intéressante. Lorsqu'il y a eu, le Brésil n'est pas dans le G7. Non, elle n'est pas dans le G7. Même s'ils sont invités, il y a Lula. Il est invité, oui. Et ils ont eu un rôle, justement, parce que lorsque on a évoqué la possibilité pour le Brésil de contribuer à la défense de l'Ukraine en livraison, je crois que c'était des stocks d'obus ou des pièces pour les fameux léopards, eh bien, le Brésil a dit non. Or, pour des opinions publiques occidentales qui voyaient avec Lula, c'est-à-dire une espèce d'icône qui allait les accompagner, c'est une forme de douche froide. Et on l'observe dans d'autres pays du monde. En fait, cette espèce de reconstitution d'un Sud global, pour dire ça rapidement, c'est quand même très difficile, la position pour les Occidentaux au sens très large, parce qu'effectivement, avec le G7, avec le Japon et l'Australie, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et donc, c'est ce que Zelensky veut essayer de dire, c'est à quel point ce G7, au sens large, c'est la profondeur stratégique de l'Ukraine. Mais là encore, ce n'est pas partagé par tout le monde. Ce n'est pas partagé par tout le monde. Pascal Joannin, est-ce qu'il ne sera pas question tout de même de mettre en place, enfin en tout cas de renforcer les sanctions à l'égard de la Russie lors de ce G7 ? Alors l'Union européenne en est déjà au 11e paquet de sanctions. Les États-Unis sont derrière. J'ai cru comprendre qu'on était sur aussi maintenant la filière diamantaire qui comprend plusieurs pays et parce que c'est pas que l'Europe et c'est pas que les États-Unis là, même si Anvers est la capitale du diamant, on le sait. Donc on voit bien que l'économie russe a été frappée, qu'elle ne s'effondre pas encore parce qu'il y a des débouchés sur d'autres pays. Ils ont d'autres alliés. Le Sud global, je suis... excusez-moi, mais on ne peut pas dire qu'il existe de manière unie, un bloc, etc. On l'affiche en disant ils sont tous contre, mais pour des raisons diverses et variées, mais ça n'est pas une unité de Sud global, etc. Et donc on voit bien qu'il y a en effet des camps, et on essaye, je pense que les Japonais essayent cette fois-ci de dire, en effet, le G7 d'ailleurs où ils sont neufs, parce qu'il y a la présidente de la Commission et le président du Conseil européen qui sont toujours là. Ils sont là. Et en invitant des pays, on essaiera d'élargir un peu la discussion pour que ça ne soit pas en effet les 7 plus riches contre les autres, mais je ne suis pas sûre qu'en effet on arrive à toutes des déclarations. Mais les Japonais se sont fixés des objectifs relativement
modeste pour peut-être en effet avoir des déclarations qui soient signées à la fin et qui montrent en effet qu'il y a une communauté qui prend conscience en effet un peu des troubles et que si on n'agit pas, on ne sait pas où on va, que ce soit avec la Chine ou avec la Russie. Et sur l'Ukraine, je pense que tout le monde attend un petit peu la contre-offensive ukrainienne que Zelensky doit entraîner. Et donc, je ne vois pas en ce moment comment on irait contre lui si, en effet, il est en train d'avancer. Quand on voit ce qu'il a fait à Bakhmout ou dans d'autres endroits, on se dit qu'il a plutôt le vent favorable avec lui et que c'est les Russes qui sont un petit peu empêchés en ce moment. Jean-Paul Chang. Donc, il y a, enfin bon, les Russes qui sont empêchés en ce moment et en même temps, empêchés d'avancer. Et en même temps, Zelensky qui demande ses armes. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de ligne anti-russe et anti-chinoise de la part de... Et de G7 oui, contre la Russie, je pense que... Parce qu'il faut rappeler que le G8 incluait la Russie. Ça, c'était avant la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on a le G7 sans la Russie, sans la Chine. Afficher un point de vue unanime sur la Russie, je pense que c'est attendu et ça sera fait. Sur la Chine, c'est plus problématique et on sera très intéressé par le wording final du communiqué. Il va être plus prudent, donc. Non, mais justement, je pense que les Chinois sont extrêmement irrités parce qu'ils pensent que le Japon joue un jeu trouble là-dedans et que le Japon doit absolument amener le G7 à se prononcer de manière beaucoup plus nette que les autres pays, éventuellement, du G7. Donc c'est eux qui pousseraient à une position plus radicale anti-Chine. Oui, ils ont l'impression d'avoir tous les alliés occidentaux derrière eux pour s'affirmer localement une opposition de force vis-à-vis de la Chine. C'est dans l'intérêt du Japon de profiter de sa présidence, c'est normal. Et les Chinois, évidemment, ne sont pas dupes. Voilà. Mais cela dit, je pense que le G7 va, à cause de tout ce que vous avez dit tout à l'heure, va aussi probablement lancer quelques messages en direction de ce qu'on appelle le Grand Sud. Oui. Parce qu'effectivement, ils sont conscients qu'on ne peut pas jouer uniquement sur nous les plus riches, etc., et sans tenir compte des nuances ou des réserves exprimées par les différents pays. Mais quel type de message, Pascal Boniface, dans un communiqué à l'égard du Grand Sud, alors le Brésil, oui, parce que l'Inde aussi. L'Inde est là, effectivement, mais les pays occidentaux commencent à réaliser, effectivement, que lorsqu'ils décident quelque chose, ils ne sont pas automatiquement suivis comme auparavant. C'est en ça que le monde a changé. Auparavant, la France décidait quelque chose à l'ONU, les pays africains suivaient. Là, il y a beaucoup de pays africains qui ne suivent pas. Lorsque les États-Unis décidaient quelque chose, les pays latino-américains suivaient. Là, notamment, le Brésil, Lula ne suit pas et je ne suis même pas sûr que Bolsonaro aurait suivi parce qu'il n'a pas en rien arrêté le commerce, les investissements chinois ni les exportations vers la Chine, malgré ses engagements à lutter contre la présence chinoise au Brésil lorsqu'il a été élu. Donc en fait, les Occidentaux commencent à réaliser que finalement, ils ne sont plus automatiquement suivis par les pays du Sud. Donc c'est un choc pour certains d'entre eux, mais en même temps, il faudra qu'ils proposent quelque chose. Dénoncer les routes de la soie, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas de projet alternatif européen ou américain, les pays africains vont dire OK, vous pouvez me dire qu'un soit que la Chine n'est pas une démocratie, mais enfin, s'il m'offre un port ou des voies ferrées et vous pas, je vais quand même aller plutôt voir du côté chinois. Donc, c'est pas seulement des mots. Il faut aussi des programmes réels, concrets, qui sont pas encore, dont certains commencent à naître, mais il suffit pas d'un narratif pro-démocratie pour convaincre les autres pays de cesser leurs relations ou d'écarter la Chine de leurs relations. Pascal Joannin, sur ce narratif pro-démocratie, c'est vraiment, en fait, c'était au cœur de la discussion juste avant le G7 entre Joe Biden et justement le Premier ministre japonais, de dire voilà, on est des démocraties, effectivement le Japon fait partie de l'Occident parce que c'est une démocratie et c'est contre la Chine. C'était ça le discours. C'est-à-dire qu'on a en effet deux modèles. Alors il y a le Sud et les Occidentaux. Il y a les modèles des démocraties. Alors on peut dire que le Brésil est une démocratie. On peut dire que l'Inde est une démocratie. Non, la Chine c'est pas une démocratie. Elle le prétend. Non, elle n'est pas une démocratie. C'est vous n'avez qu'un parti, il n'y a qu'un dirigeant, il n'y a pas d'autres partis politiques. Donc c'est pas une démocratie. C'est pas une démocratie. Il y a une pluralité. La liberté de la presse, vous ne l'avez pas. La liberté de penser, vous ne l'avez pas. Si vous ne traversez pas dans les clous, vous êtes fiché. Vous n'avez plus droit aux aides, etc. Donc vous pouvez le déguiser, bien entendu. Mais comme disait Pascal Boniface, c'est peut-être pas suffisant. On n'est pas obligé de gober les mensonges chinois. Voilà. Et inversement, et pareillement, la Russie n'est pas une démocratie. Donc voilà. Et on voit bien que la guerre en Ukraine, aujourd'hui, on a un narratif russe. Il y a encore Medvedev ce matin qui fait des déclarations en disant « Mais les États baltes n'existent pas, ils sont toujours membres de la... » voilà. Enfin, voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir qui on est. En France, et si on ne défend pas les valeurs que nous avons, etc., et qu'on ne le rappelle pas régulièrement, des gens vont se dire « Ah bah oui, ils abandonnent tout. Ils abandonnent tout. Et donc, il faut bien qu'on le rappelle un petit peu. »
rappeler qu'on est démocratie et rappeler que la Russie et la Chine ne le sont pas, c'est une évidence, mais ça ne suffit pas à séduire les pays du Sud global. Non, mais ça ne suffit pas à sortir certains, parce que certains sont déjà des démocraties. Mais si on ne le rappelle pas, il y a des chances pour que certains, en effet, se disent ce modèle démocratique est faible, donc j'ai préféré peut-être un modèle plus dictatorial. Et on voit que forcément le modèle dictatorial n'est pas le même dans certains pays. Il y a plusieurs types de dictatures, et ce qui est vrai en Chine n'est plus vrai en Russie. C'est plus le PCUS qui est au pouvoir. Voilà. Donc, et dans les pays d'Asie, il y a un autre pays qui est intéressant à regarder, c'est la Corée du Sud, puisque ils sont à côté, ils ont un voisin qui est quand même, qu'on n'a pas mentionné, mais quand même le trublion la Corée du Nord, et qui vient régulièrement jeter des missiles. Alors, les Coréens, ça passe au-dessus, mais les Japonais, à chaque fois, se disent ça va peut-être passer sur nous. Et d'ailleurs, à l'issue du sommet du G7, il y aura un sommet Union-Corée, puisqu'on a un accord de libre-échange. Le premier qu'on ait signé en Union européenne était avec la Corée du Sud. Vous vouliez réagir, Jean-Paul Chang? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas un critère suffisant pour définir des blocs aujourd'hui dans le monde. Le critère démocratique. La réalité du monde, c'est une réalité à la fois humaine, d'échanges culturels, d'échanges économiques très importants. Les intérêts plutôt. Donc, quand on voit tous les flux concrets de marchandises ou de services, je veux dire, entre tous ces pays du monde, il est clair que ce n'est pas avec une étiquette démocratie ou autocratie que vous allez pouvoir faire une distinction, quoi. C'est pas possible. Mais certains le regrettent peut-être. Oui, mais c'est une réalité, on peut le regretter, mais c'est une réalité, c'est que le monde n'est pas divisé entre démocratie et pays autoritaires, il y a des compositions beaucoup plus mouvantes. Xi Jinping, en tout cas, lui, au moment où le G7 donc s'ouvre au Japon, tient en Chine, au nord de la Chine, un sommet, et c'est inédit, avec 5 anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, une sorte de contre-G7. Xi Jinping qui a salué une nouvelle ère pour les relations Chine-Asie centrale. On va voir les images, et puis on va écouter cet échange entre Xi Jinping et le président turkmène. Au cours des 31 années écoulées depuis l'établissement de liens diplomatiques, la Chine et le Turkménistan ont mené une coopération amicale fondée sur des principes du respect mutuel et des avantages réciproques. Les relations bilatérales jouissent d'un énorme potentiel et de vastes perspectives. La Chine est prête à travailler avec le Turkménistan pour continuer à faire progresser les relations pour le plus grand bénéfice des deux peuples. Jean-Paul Chang, c'est pas un peu la terre russe, en tout cas considérée par la Russie comme russe, où s'immisce la Chine, alors qu'ils sont censés être alliés? Tout à fait juste, c'est pour votre information. Quand la Chine a commencé à craindre pour sa sécurité énergétique, parce que tous les bateaux venaient d'Arabie, passaient par le détroit de Malacca, la marine américaine pouvait arrêter ça en 2 heures, n'est-ce pas? Donc les Chinois ont commencé à chercher à trouver d'autres voies d'approvisionnement. Ils ont commencé avec les pays d'Asie centrale, parce que les négociations avec la Russie étaient difficiles sur les problèmes de prix, sur les parts d'investissement dans les oléoducs et les gazoducs, mais ils ont d'abord signé avec le Kazakhstan et les autres pays, Turkménistan, etc. Les républiques Stan, comme on les appelle. Voilà, exactement. Donc, et c'est le succès de leur première opération d'installation des gazoducs et d'oléoducs qui ont ensuite probablement aidé les Russes à se décider aussi à aller plus loin et ensuite à étendre la coopération sino-russe sur les problèmes d'énergie. Donc ça se fait au détriment de l'influence russe dans ces pays? En concurrence, disons. Clairement, Poutine n'est pas invité et je pense qu'il n'est pas très heureux de n'être pas invité. Il y a eu plusieurs réunions dans des formats un peu plus larges où il y avait la Russie, puisque ces 5 pays sont partagés entre l'influence russe et l'influence chinoise. Et là, on voit qu'il y a un basculement. Il y a un basculement parce qu'ils trouvent que la Russie devient de moins en moins attractive et que la Chine l'est de plus en plus. Et donc, ils y vont sans trop hésiter, sans trop prendre de précautions par rapport à Poutine. La Chine montre d'ailleurs qu'elle n'est pas aussi liée que cela à la Russie et qu'il n'y a pas un axe complètement forgé entre Moscou et Pékin parce qu'elle peut jouer là, elle jouait sous l'eau par rapport à la Russie. Et puis, ces pays sont essentiels pour les routes de la soie, effectivement. Pour les exportations et puis la sécurisation des approvisionnements dans les 2 cas. Donc là, c'est un joli coup pour Pékin. Un joli coup pour Pékin contre Moscou, finalement, alors que c'est la guerre en Ukraine, finalement, qui a provoqué qui redessine un peu l'écart, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que quand on regarde bien l'ordre du monde, la Russie est plutôt une puissance en déclin,
Et par rapport à la Chine, c'est un partenaire junior. Et effectivement... Partenaire junior. De plus en plus. C'est-à-dire que si on regarde bien en termes de puissance, en termes de prestige, y compris ces anciennes républiques qui étaient encore dans le giron et sous pression, eh bien, s'autonomisent. Et puis, ils font monter les enchères quelque part. Et celui qui peut répondre à ces enchères, c'est plus Xi que Poutine, en l'occurrence. Un mot aussi également sur la signature de l'accord pour la construction d'une ligne de train. Donc ça, c'était hier en Iran et supervisé cette fois donc par le président iranien et Vladimir Poutine. Ils étaient en visioconférence tous les deux. C'est un avantage pour permettre aux marchandises de contourner les voies maritimes traditionnelles que ce projet a vu le jour. Là, on se retrouve effectivement tout de même dans un axe, Pascal Boniface, mais peut-être que vous voulez en dire un mot, Pascal Joannin, un axe Iran, Russie, Chine, Asie centrale. Et tout ça, enfin, on peut dire que ça arrive au moment où le G7 est en place, donc c'est vraiment contre le G7, enfin, là, contre c'est l'axe des parias. C'est l'axe des parias. Entre la Russie et l'Iran, c'est l'axe des parias. Et ça fait un peu... Vous avez le G7 d'un côté, une réunion de Xi Jinping, les 5 pays d'Asie centrale de l'autre, et là, un accord entre la Russie et l'Iran. Vous voyez la différence. Donc effectivement, ça peut être important pour la Russie pour maintenir un flot d'exportation au cas où ça soit bloqué par ailleurs. Mais on ne peut pas dire que ça soit une percée diplomatique. L'Iran et la Russie sont très liés. Ils étaient déjà liés ils sont liés en Syrie depuis longtemps. L'Iran fournit des armes à la Russie. Mais là, il s'agit, pardonnez-moi, Pascal, la construction d'un réseau de routes commerciales, 7000 km avec l'Iran et l'Inde. Donc il s'agit de faire une sorte de L'Iran cherche à sortir elle sort de son isolement diplomatique avec la Russie aujourd'hui. On voit qu'en effet, il est avec l'Iranien. C'est pas forcément une image formidable. Alors que lui-même dit que la plus grande catastrophe qui soit arrivée à son pays, c'est la dislocation de l'Union soviétique et qu'il a les 5 républiques d'Asie centrale. Il y a Baïkonour quand même au Kazakhstan, c'est la base, etc. Donc ils sont en train de s'autonomiser par rapport à lui. Alors quand on écoute la déclaration de ce que j'ai rappelé tout à l'heure de l'ancien président qui dit on ne reconnaît pas l'indépendance grosso modo des territoires qui étaient à l'Est. Alors au Sud-Est, au Sud-Ouest, ils doivent se dire « Ouh là là, mais ça doit être complètement... » Donc il doit quand même être vert de rage aujourd'hui, Poutine. Et puis il y en a un d'autre qui doit être vert de rage, mais il est un peu pris dans sa campagne électorale, c'est Erdogan, parce que une partie des républiques d'Asie centrale, c'est aussi un petit peu un domaine qu'il a un tout petit peu, et que donc il doit se dire, oulala, là là, j'ai intérêt à gagner et à revenir sur le jeu international, parce que là, je suis en train de perdre un peu pied. Poutine lui a fait un beau cadeau en re-signant pour 2 mois l'accord d'exportation de céréales avec l'Ukraine. Oui, avec l'Ukraine. Et donc, pour le deuxième tour, pour Erdogan, qui a déjà pas tellement de difficultés, le fait de dire qu'une fois de plus, la Turquie est le seul pays à avoir trouvé un accord entre l'Ukraine et la Russie, et lui est favorable. Pour bombarder Odessa en même temps, donc en jouant sur les 2 tableaux. Donc, Jean-Paul Chang. Oui, je pense que le sommet avec les pays de l'Asie centrale où participe la Chine, c'est aussi pour contrer les Américains. Parce que les Chinois considèrent que les Américains n'ont jamais cessé d'essayer de détacher ou de jeter le trouble un peu dans ces pays-là, et qui sont, n'oubliez pas, c'est juste à côté du Xinjiang. Et dans le Xinjiang, il y a non seulement les Ouïghours, il y a les Kazakhs, etc. Mais justement, c'est étonnant de la part de ces républiques d'Asie centrale, dont les populations d'ailleurs... Non, ils sont pas dupes, ils savent exactement ce qui se passe, probablement mieux que les Américains et nous. Et donc, ils ferment les yeux. Oui, totalement. Oui. Donc, effectivement, donc ils sont donc, mais ça cette dimension-là aussi. C'est des intérêts économiques versus les droits des citoyens. N'oubliez pas que dans le cadre de la coopération de Shanghai, de l'organisation de la coopération de Shanghai, ces pays font partie donc de l'organisation et que depuis des années déjà, ils ont des manœuvres militaires antiterroristes conjointes chaque année. Comme entre la Chine et l'Iran, etc. Et la Russie, c'est-à-dire que vous avez aussi ces conglomérats qui existent. Et récemment, à un sommet de coopération de Shanghai, ils ont parlé d'être vigilants et de lutter ensemble contre toutes les révolutions de couleur. Donc, ça visait effectivement toutes les... Donc là, ça vise les démocraties. En tout cas, toutes les interférences ou ingérences étrangères qui interviendraient dans les situations électorales de ces pays. Quoi. Voilà. Donc, en gros, c'est tout ça qui fait que la Chine veut s'assurer, en tout cas dans le dos, immédiat, une zone de tranquillité, si j'ose dire. Donc, ils ont aussi... ils renforcent. Mais je ne crois pas qu'ils prendraient le risque
d'amoindrir leur relation avec la Russie à cause de ça. Parce qu'il faut quand même voir les choses, les Russes et les Chinois... Pour l'instant, Poutine n'a pas frappé du poing sur la table. Il les laisse faire. C'est 200 milliards d'échanges commerciaux maintenant entre la Chine et la Russie. C'est à peine 20 milliards entre le Kazakhstan et la Chine. C'est un dixième. Pour conclure, Pascal Boniface, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de ce G7 ? Qu'est-ce qui va figurer finalement dans ce fameux communiqué ? Comme toujours, un communiqué où chacun se félicitera d'avoir contribué à la paix mondiale, appellera la Russie à... Mais là, vous êtes ironique, là. Oui. Mais enfin bon, ça sert à ça. Alors, c'est toujours bien que les gens se voient, qu'il y ait des concertations, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un effet concret. On présentait avant le G7 comme le directoire du monde, antidémocratique. En fait, non. Je ne dirais pas que le roi est nu, mais il n'y a pas grand-chose de concret qui risque de sortir de cela. Vous êtes d'accord ? En partie, oui, parce que de toute façon, le jeu c'est d'abord de raffermir un petit peu les opinions, de rassurer, de se rassurer, mais en fait en obtenant finalement peu de choses in fine. On n'aura pas de grandes décisions qui seront annoncées. Pascal ? Oui, on n'en sait rien. Moi, je ne suis pas à la table. Je ne sais pas s'il n'y aura pas un instant magique ou un truc qui va se passer. Donc, en effet, il ne faut pas attendre des déclarations qui soient extraordinaires, mais peut-être il y aura quelque chose qui est bien supérieur à ce qu'on estime, parce qu'il y a une prise de conscience avec la Russie, l'Ukraine, la Chine, Taïwan, qu'il y a des pays qui sont invités et que donc... Peut-être il y a un moment qui fait que peut-être il y aura dans la déclaration ou dans les déclarations, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs en préparation, dans les 5 qui plusieurs déclarations, c'est assez rare ça. 5 en préparation, il n'y en restera qu'une à la fin ou il y aura peut-être une déclaration conjointe globale, mais ils veulent faire des déclarations sur le désarmement, sur l'Indo-Pacifique. Oui, il y a plusieurs groupes qui se sont... Parce que finalement, le sommet du G7 intervient alors qu'il y a déjà eu toutes les réunions ministérielles qui ont préparé un peu les choses. Vous l'avez parlé. En général, il y a un communiqué. Il y a une déclaration conjointe, mais il peut y avoir des déclarations annexes, etc. Et donc j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui sont en préparation. Et peut-être qu'il y en a une qui contiendra dans le wording quelque chose qui nous dira « Tiens, il s'est un peu passé quelque chose, ça n'a pas été inutile ». Le wording anti-Chine quand même, a priori. Oui, mais la Chine le cherche un peu aussi. Il n'y a pas de fumée sans feu. Jean-Paul Chang. Oui, moi, je m'attends à ce que le G7 aussi publie quelque chose sur l'économie mondiale, sur les problèmes mais je crois que c'est prévu. D'inflation, les problèmes de risque de récession, et éventuellement les problèmes même d'approvisionnement tout court aussi. Du plafond de la dette américaine. Puisque M. Biden va écourter même son voyage en Asie pour retourner négocier avec les républicains de la Chambre. Oui. Donc, c'est quand même, au départ, c'était quand même une organisation économique. Donc il faut quand même... Un mot sur Biden, justement, effectivement, qui va écourter son voyage parce qu'il y a ce problème de la dette. Oui, effectivement, il est un peu en difficulté. Il est en campagne pour sa réélection aussi, et c'est important. Et donc, il faut qu'il donne l'impression qu'il est le chef, le leader du monde libre. Et le G7 sert aussi un peu à ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume Lasconjarias, Pascal Joannin, Pascal Boniface, Jean-Paul Chang. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et restez avec nous sur France 24.